Bienvenue dans l'Alule, un podcast dédié à l'ornithologie. Lorsque l'on pense aux lieux où l'on peut observer des oiseaux en France, les réserves naturelles viennent rapidement à l'esprit. La France compte actuellement plus de 350 réserves naturelles, tant sur le territoire métropolitain qu'en Outre-mer. Chacune d'entre elles est unique. Elles peuvent couvrir des lacs, des milieux côtiers ou des zones humides, des forêts ou encore des steppes. Elles abritent à chaque fois des milieux ainsi que des espèces spécifiques. Face à cette diversité, j'ai décidé de réaliser une série d'épisodes qui visent à explorer les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une réserve naturelle ? Ont-elles toutes les mêmes enjeux ? Comment sont-elles gérées ? Et en quoi contribuent-elles à la préservation des oiseaux ? Pour le premier épisode de cette série, je vous donne rendez-vous à la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux, en Seine-et-Marne, où j'ai eu la chance et le plaisir d'échanger avec Pascal Le Poulain, responsable de la maison de la réserve. Bonjour Pascal. Bonjour Léo. Pour commencer cette interview, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Donc Pascal Le Poulain, je suis en charge de l'accueil du public sur la réserve naturelle du Grand Voyeux, réserve naturelle régionale. Je fais parfois des visites guidées et puis j'organise aussi tout ce qui est animation, etc. sur la réserve. Alors le Grand Voyeux, c'est une réserve naturelle régionale qui est située en Île-de-France. Est-ce que tu pourrais me parler de l'histoire de la réserve, puis me la décrire aujourd'hui telle qu'elle est, tant en termes de géographie que de milieu ? Alors déjà en Île-de-France, il y a 12 réserves naturelles régionales, 4 réserves naturelles nationales. Sur ces 12 réserves, 5 sont gérées par Île-de-France Nature, dont celle du Grand Voyeux. Avant d'être une réserve naturelle, c'était ce qu'on appelle une terrasse alluviale. Donc on est en bordure dans une boucle de la Marne, en bordure de la Marne. Donc c'était un dépôt d'alluvions, de sable, qui s'est fait au cours des millénaires passés. Donc comme il y avait du sable, il y a eu une activité de sablière gravière des années 60-70 jusqu'à la fin des années 90. Même l'exploitant est resté sur la réserve jusqu'en 2006 de mémoire. Et nous, en 99, on a décidé de créer ce qu'on appelle un périmètre régional d'intervention foncière qui fait 242 hectares sur lequel, en fait, à chaque vente de terrain, on a un droit de préemption. Et donc pour l'instant, on a acquis assez rapidement 160 hectares qui ont été classés réserve naturelle régionale, donc en 2012. On fait partie de la ZPS, donc la zone de protection spéciale Natura 2000, de ce qu'on appelle donc la ZPS des Boucles de la Marne, donc qui part grosso modo de l'est du département, donc tout ce qui est La Ferté-Sous-Jouarre, Luzancy, et qui va jusqu'à Jablines, Ferrières, etc. Donc c'est vraiment tout le nord, toutes les Boucles de la Marne quasiment, avec le parc du Paty-Saint-Mauxles Olivettes à Trilbardou. Actuellement, donc la réserve naturelle du Grand Voyeux, c'est des étangs qui ont été creusés au moment de l'exploitation de carrières de sable, qui ont été réaménagés en création d'îlots, etc. Donc il y a 4-5 étangs suivant les niveaux d'eau, un peu plus, avec des zones humides, avec des prairies humides, des prairies sèches, une mosaïque d'habitats différents. Alors maintenant que tu m'as présenté la réserve du Grand Voyeux, est-ce que tu pourrais brièvement m'expliquer en fait à quoi ça sert une réserve naturelle concrètement ? Il y a 3 axes principaux dans une réserve naturelle. C'est les aspects de conservation du patrimoine. Dans patrimoine naturel, on entend espèces, flore, mais aussi la géologie, la gestion, mais également la sensibilisation. D'accord, ça fait partie fait partie du PAC. Okay. Réserve, c'est conservation, gestion, sensibilisation. Pourquoi ? Parce que l'idée est, on ne protège que ce qu'on connaît. Donc si on veut que les générations futures ou que le public s'approprie le patrimoine, il faut qu'ils le découvrent et qu'ils le connaissent. C'est un peu ça l'idée. Tu as indiqué qu'une réserve avait une vocation de conservation des espèces naturelles et des milieux. Si j'ai bien compris, la réserve du Grand Voyeux a notamment une mission de conservation de l'avifaune. Est-ce que l'on a connaissance de l'ensemble des espèces qui ont été vues sur la réserve ? Alors, si on prend toutes les synthèses ornitho sur la réserve, on est à plus de 250 maintenant d'espèces qui ont été vues sur la réserve. Mais elles ne sont pas toutes là en même temps. Dans ces 250, en fait, on compte toutes les espèces, y compris celles qui ont été vues 5 minutes par une seule personne et qui n'a fait que traverser la réserve à ce moment-là. Ce qu'il faut plutôt compter, c'est les espèces nicheuses. Donc là, on doit en avoir entre 60 et 70 espèces différentes nicheuses, dont des espèces patrimoniales très intéressantes. Et puis, on peut aussi compter les espèces qui vont passer une grande partie de l'hiver chez nous. Donc là, ça va être tout ce qui est canards qui viennent du nord de l'Europe, mais tout ce qui est aussi petits fringillidés, donc des petits passereaux
Pinson des Arbres, Pinson du Nord, en tout cas le Pinson des Arbres est chez nous l'été, il niche chez nous, mais l'hiver on a tous ceux du Nord en plus qui viennent chez nous, le Pinson du Nord, les Tarins, les Ciserins, les Bouvreuils, etc. Ça, on a des gros afflux d'oiseaux, de petits passereaux nordiques. Alors, tout à l'heure, avant de commencer cette interview, tu m'avais parlé des espèces patrimoniales de la réserve. Est-ce que tu pourrais me décrire ces espèces phares ? Alors, les espèces phares de la réserve, ça va être donc l'emblème, la mascotte de la réserve, c'est la gorge bleue miroir. En Île-de-France, sa population est estimée entre 20 et 30 couples. Sur la réserve, chaque année, on a une dizaine de couples. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un petit passereau avec une gorge bleue et un petit miroir blanc ou rougeâtre, c'est ça ? C'est un rouge-gorge avec la gorge bleue. Un muscipidé, donc la même famille que les rouges-gorges, mais avec la gorge bleue, et puis oui, il y a une petite tache blanche au milieu, mais ça c'est... Faut bien le voir. Tu m'avais, il me semble, également parlé du busard des roseaux. C'est un rapace qui construit habituellement son nid dans des environnements inondés ou humides, comme des marais. Alors, busard des roseaux, pareil, là en Île-de-France, c'est entre 5 à 10 couples suivant les années. Ça fait maintenant une quinzaine d'années, je pense qu'il y a un couple de busards qui niche sur la réserve. Alors, la nichée ne va pas forcément à son terme chaque année. L'année dernière, elle a échoué. Cette année, il y a eu 2 jeunes à l'envol. Il y a 3 ans, il y avait eu 3 jeunes à l'envol. Et l'échec de l'année dernière, on l'explique par un niveau d'eau trop bas dans la roselière, où le nid aurait pu être prédaté, ou des choses comme ça. Et une dernière espèce, tout à l'heure tu m'as parlé de l'Eudicnem criard. C'est un limicole semi-nocturne qui a des grands yeux qui sont adaptés justement à sa vie nocturne et qui aime beaucoup les environnements secs avec une végétation limitée. Alors, l'Eudicnem criard était une espèce qui était présente au début de la création de la réserve, au début de l'exploitation. L'Eudicnem criard est une espèce pionnière qui s'installe, il lui faut vraiment un sol quasiment nu de végétation. Là, malgré toutes les opérations de gestion que l'on fait sur la réserve, il a déserté la réserve. Ça fait maintenant au moins 3 ans, 4 ans qu'il n'a pas niché sur la réserve. Après, on sait qu'il niche et qu'il existe à côté. Il y a plein d'autres carrières qui ont été ouvertes au fur et à mesure. Et comme le pélodite ponctué, donc il y a un petit crapaud, ce sont vraiment des espèces pionnières, très mobiles. Et si le milieu ne lui convient plus, il s'en va, il va nicher ailleurs. Par contre, cette année, on a eu une espèce qu'on attend depuis le début de la réserve, la pie-grièche écorcheur. Il y a en 10 ans 2-3 données de pie-grièche sur la réserve. Et puis l'année dernière, un couple est resté quand même presque 2 mois, 2 mois et demi constamment sur la réserve. On n'a pas eu de preuve de nidification, mais une forte probabilité puisqu'elle a été présente de début juin jusqu'à fin juillet quasiment. Ça, c'est une espèce qu'on a eu nouvelle espèce nicheuse sur la réserve qu'on a eu l'année dernière. Et ça fait des années qu'on fait des opérations, des gestions pour favoriser cette espèce en laissant des zones en friche, parce que c'est un petit oiseau typique des friches. Il va lui falloir des arbustes épineux, etc. pour... elle va empaler ses proies sur les épines des prunelliers, des ronciers, etc. Et donc il lui faut des épineux. Et donc là, l'année dernière, on est quand même content, on a réussi à l'avoir nicheux. On va toucher du bois, on va espérer qu'elle va revenir l'année prochaine. Et d'un couple, elle va revenir. Toujours en lien avec cette idée de conservation des espèces, est-ce que l'on sait si les réserves ont un vrai impact en matière de conservation de la biodiversité ? Alors, actuellement, on est dans une période, certains scientifiques parlent de 6e extinction de masse du vivant, les oiseaux sont très impactés. Pourtant, en 2019, une étude à l'échelle nationale a montré qu'il y avait vraiment un effet réserve, que les populations d'oiseaux qui s'effondraient en dehors se maintenaient dans les réserves. Il y avait vraiment un effet réserve à l'échelle nationale qui est quand même assez important, qui montre bien qu'il y a quand même une utilité à la création de réserves. Alors j'ai plus les exemples et les chiffres en tête, mais grosso modo sur les oiseaux forestiers en réserve, les populations se maintenaient voire progressaient. Là où c'est catastrophique, c'est les espèces qui sont plutôt de plaine agricole, et en réserve elles se maintiennent. Elle baisse légèrement, mais c'est quelques pourcentages en moins, alors que hors réserve, c'est moins 30%, quelque chose comme ça, suivant les espèces. Donc il y a quand même un effet réserve. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la gestion d'une réserve naturelle. Comment est-ce que c'est planifié, encadré et quelles opérations est-ce que vous mettez en œuvre sur le terrain pour gérer la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux ? La réserve est soumise à ce qu'on appelle un plan de gestion qui a été défini en conseil consultatif de gestion avec l'avis d'un conseil scientifique de gestion. Donc c'est un document cadre qui en fait a identifié les enjeux de la réserve
les intérêts de la réserve et sur lequel on doit faire un certain nombre d'opérations de gestion pour maintenir les habitats favorables aux oiseaux et aux insectes ou aux amphibiens si c'est le cas. Sachant qu'un plan de gestion est valable pour 12 ans. Les enjeux au départ étaient essentiellement liés aux oiseaux. Et puis comme chaque année on fait des études, des inventaires, papillons, libellules, etc., et ben on a découvert d'autres enjeux, d'autres espèces remarquables, notamment chez les libellules avec la leucorrhine à large queue, qui est une espèce aussi en danger en Île-de-France, ou vulnérable. Donc tout ce qui est gestion, ça va se faire quasi à 99% du temps à l'automne, hors période de nidification des oiseaux. Et puis, sachant qu'on est quand même en bordure de mare, qu'on est zone d'expansion de crue, si on a des travaux à faire, il faut les faire avant que la crue rentre, que la marne rentre dans la réserve. Donc en fait, c'est septembre, octobre, novembre, potentiellement décembre, mais voilà. L'idée, c'est de faire tous les travaux à cette période-là, où c'est le moins impactant pour la vie-faune et pour toute la faune, entomofaune également. Après, on va occasionnellement, si au printemps il y a un arbre qui tombe sur le chemin, on va le couper, mais parce qu'il sera tombé. Tant que c'est pas dangereux, on passe en dessous. Pour ce qui est de l'entretien de la réserve, en fait, sur le terrain, quelles sont les opérations que vous mettez en œuvre? Par exemple, est-ce que vous entretenez les roselières? Donc parmi ces opérations, effectivement, il y a tout ce qui est entretien des roselières. Donc chaque roselière, les roselières sont souvent envahies par les saules. Donc tant que c'est pas trop envahi, que les saules sont pas trop grands, on peut faire des chantiers nature pour aller les couper. On va les couper à la main. Quand c'est trop important, on est obligé d'y aller avec des machines. On fait faire par des machines. Et puis on va faire aussi pas mal de pâturage pour maintenir les zones humides. Donc là on a une convention avec on met à disposition 35 hectares de pâturage sur la réserve. On les met à disposition d'un éleveur. Charge à lui après de vérifier la santé de ses animaux, etc. Donc là cette année on a essayé de faire un pâturage qu'on appelle tournant, où on a défini quelques petites zones qu'on fait au fur et à mesure pour être sûr que les brebis broutent toute l'herbe à cet endroit. Sur le volet de la gestion des réserves naturelles, je voulais évoquer avec toi la question des espèces exotiques envahissantes. Pour les gens qui ne connaissent pas, il s'agit des animaux et des plantes qui ont été introduits par l'homme de manière volontaire ou involontaire et qui vont ensuite en fait menacer les espèces et les écosystèmes locaux. Est-ce que vous en avez sur la réserve? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour les gérer? Alors, la question des espèces exotiques est un peu compliquée et tout le monde n'est pas d'accord dans le monde naturaliste. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on arrive à intervenir avant qu'elles soient implantées de façon trop importante, c'est quand même mieux. Ce qui n'empêche que les bernaches du Canada, elles sont présentes, on ne pourra pas les retirer. Les perruches à collier, elles sont présentes en ville, elles vont arriver, on commence à en voir de temps en temps sur la réserve et on ne pourra pas faire grand-chose contre elles. Après, il y a quelques espèces, notamment des plantes, où on arrive à intervenir. Donc nous, on a eu sur la réserve du sainfoin d'Espagne, qui en plus est mortel pour les moutons. Donc ça, on a réussi à l'éradiquer en arrachage manuel. On a quelques bulldéias, donc ce qu'on appelle les arbres à papillons, qu'on arrive à arracher parce qu'il y en a un de temps en temps là. Ça fait quand même d'ailleurs 3-4 ans qu'il n'y en a pas eu sur la réserve. Donc ça, on arrive à l'endiguer. Après, tout ce qui est frelons asiatiques, alors quand on en voit des nids, on les fait détruire. Mais frelons asiatiques, on ne pourra pas l'empêcher de s'implanter en France. Je suis moi-même à titre personnel apiculteur et à part expliquer aux abeilles qu'elles doivent s'en méfier, on ne peut rien faire d'autre. On peut mettre autant de pièges qu'on veut, on n'arrivera jamais à éradiquer le frelon asiatique, il est là, il est trop implanté maintenant. Même chez les scientifiques, il y en a qui pensent qu'il faut laisser faire, de toute façon on n'y arrivera pas, c'est la biodiversité de demain, même sur des espèces très envahissantes, très problématiques. Nous, on essaye sur la réserve, en tout cas, tout ce qui est plantes, d'intervenir tant qu'on peut, en empêchant qu'elles s'implantent de façon durable. Il faut quand même savoir une chose, c'est que toutes ces plantes et ces espèces exotiques envahissantes sont venues par l'homme. Arrêtons de vendre des bulldéias dans les supermarchés et dans les jardineries. Arrêtons de vendre de la renouée du Japon. Arrêtons le commerce des oiseaux et arrêtons de faire venir des perruches à collier du fin fond du Népal ou d'Afrique. Il faut repenser tout. Tu l'as dit tout à l'heure, l'une des vocations d'une réserve naturelle, c'est de sensibiliser, notamment en accueillant du public. Au sein de la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux, vous avez fixé une jauge, une limite de personnes qui peuvent venir visiter la réserve naturelle. Comment est-ce que vous avez fixé ce seuil? Alors la réserve, donc la maison de la réserve a été inaugurée en juin 2018. Donc première année complète de fonctionnement, c'était 2019. Il y avait à peine 2000 ou 2500 visiteurs sur cette année-là, dont 1000 scolaires. Pas beaucoup de monde.
Après est arrivé un truc en 2020 où on n'est quasiment pas ouvert. Mais par contre, à la fin du déconfinement, là, il y a eu un gros appel retour à la nature qui s'est trouvé, je crois qu'il y a eu partout dans tous les sites naturels ont été débordés. Et donc là, nous, comme à la fin du déconfinement, en plus les oiseaux, pendant le confinement, les oiseaux ont niché très proche des chemins. Tout de suite, on a vu que si on laissait rentrer 200 personnes sur la réserve, on dérangeait les oiseaux qui étaient en train de nicher. Deux, le 200e personne qui venait, il n'y a rien. C'est normal, il y avait quelque chose, mais voilà. Donc c'est là qu'on a décidé 50 personnes par jour sur la réserve, en se disant que c'était... Alors aussi, ça nous permet de continuer d'accueillir les classes scolaires. Deux classes en même temps, ça peut faire à peu près 50 enfants. Donc c'est aussi cette jauge-là, c'est un bus de 50 enfants, on les prend. Et puis si on accepte 50 enfants, on accepte quand on est en ouverture publique 50 personnes. C'est peu. Ça pourrait être amené à évoluer. L'idée, sensibiliser, mais pas faire n'importe quoi, et pas tout le monde en même temps. On fait également chaque année des études de dérangement des oiseaux par rapport au public, avec cette année un nouveau protocole qui va s'appuyer sur des enregistrements sonores, des fonds sonores. L'idée étant de voir si le paysage sonore les jours d'ouverture est différent de celui des jours de fermeture. Et est-ce que après le passage d'un groupe, est-ce que le paysage sonore revient normal ou pas ? Il y avait une dizaine d'enregistreurs sur la réserve, tout au long du parcours public, avec également un enregistreur en dehors des zones publiques pour faire un enregistrement test, entre guillemets, témoin. Et puis après, il y a les statistiques on va voir ce que ça donne. Lorsque vous accueillez ce public, tout à l'heure tu me disais qu'il y avait des actions de sensibilisation. Quels sont les ateliers que vous mettez en place ? Est-ce que vous parlez uniquement des oiseaux ou est-ce que tous les thèmes liés à l'environnement sont abordés ? Alors, au niveau des animations, on a des animations thématiques, souvent sur tout ce qui est oiseaux. Régulièrement, donc, dans tous les programmes d'animation, il y a des associations qui vont venir pour faire du papillon, de la libellule. Après, ça va dépendre de la saison. Tout ce qui est botanique aussi, fleurs. Cette année, on a essayé de faire une animation donc, pour découvrir les champignons. Il y a eu des animations chauves-souris, chiroptères. Papillons de nuit aussi, et puis après on essaye d'ouvrir un petit peu en général. Il y a quelques années on avait fait pas mal d'animations sur l'astronomie, les étoiles, les planètes, et puis là on a fait aussi découvrir les plantes sauvages, la teinture végétale, grosso modo tout ce qui est lié avec l'environnement. Mon avant-dernière question, c'est toi, quelle est ta plus belle observation sur la réserve, tant en termes de faune, de flore que d'avifaune ? C'est celle que je verrai demain. C'est la nouvelle espèce que je trouverai demain. Donc voilà. Non, on est content quand quand il y a une rareté régionale, on est content. Quand on est le premier à la voir, on est super content, forcément. Je sais pas, moi, il y a eu des grèbes jougris que j'ai vues, il y a eu des grèbes esclavons, même s'il reste que quelques jours, on est content quand c'est une rareté régionale, on est le découvreur, c'est sympa. Et puis après, moi, j'attends que les lanions blancs arrivent, j'attends que le chat forestier arrive, j'attends que le loup arrive. Voilà, tout ça, ça va arriver, on le sait, c'est des espèces en expansion. Quand on les découvre, on est content. Pour terminer cet entretien, une question que je voulais te poser, c'est ce que l'on peut faire en tant qu'individu pour soutenir une réserve. Donc une réserve, c'est une entité qui dépend de l'État ou de la région, donc on peut difficilement la financer directement. Par contre, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous soutenir quand même ? Alors déjà, on peut en parler autour de soi. Dire « Ah tiens, j'étais à tel endroit, c'est sympa, bien. » Quand on fait des chantiers participatifs, des chantiers bénévoles, c'est pas mal de venir nous aider. Et est-ce que tu aurais des exemples de chantiers que vous avez réalisés récemment ? Là, on en a un, mais c'est trop tard. Là, on a eu un gros problème cet été. On a découvert la jussie, donc qui est une plante exotique envahissante, très 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 envahissante. Donc on a fait pas mal de chantiers bénévoles pour l'arracher, essayer de l'endiguer. Chaque année, on fait des chantiers pour essayer de couper tout ce qui est saule. Après, en dehors des réserves, il y a quand même plein d'associations qui interviennent sur la réserve. Donc sans directement nous aider, quand on aide une association, ça aide aussi la nature et donc la réserve quelque part. Merci beaucoup Pascal. De rien. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Allule, un podcast dédié à l'ornithologie. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez retrouver et suivre le podcast sur Instagram. Vous pouvez vous abonner sur différentes plateformes, noter le podcast et en parler autour de vous.
Dans tous les cas, je vous remercie de faire exister la LUL et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.